Je lance l'enregistrement et je partage l'écran. C'est parti. Très bien. Alors, nous sommes à la séance 5 de la programmation Python pour la L3IDS. Aujourd'hui, nous allons traiter des classes. C'est ce que je prépare aujourd'hui. Là, le support, il est là devant vous. Et l'idée, un peu, c'est de travailler un peu sur les classes, pas de manière très étendue, parce que c'est plutôt ce que vous faites quand vous êtes en Master 1, quand vous faites la programmation Java chez nous. Mais là, l'idée, c'est d'introduire un peu le concept, de voir sa mise en œuvre un peu sous Python et d'aller un peu plus loin, justement, avec un tout petit peu de notion d'héritage et les listes polymorphes. Voilà l'idée. Ensuite, donc, j'ai préparé là-dessus une série d'exercices que je vais détailler tout à l'heure avec la fiche de TD qui est là, qui vous permettra pas à pas d'aller de plus en plus loin dans les concepts de la programmation objet. Très bien. Alors, un petit préambule important, les classes en Python sont un peu différentes de ce que peut avoir dans les autres langages. Voilà. Alors, ça dépend en plus des versions de Python. Donc, moi, j'ai pris la partie la plus simple possible, limite simpliste en réalité. Voilà. Et surtout, j'essaie de me cadrer avec ce qu'on fait avec les autres langages. J'enseigne moi-même par ailleurs le C#, typiquement un Master 2. Voilà. Mais j'ai enseigné d'autres langages objets comme le C++ et Java. Et donc, j'essaie de présenter cela de la manière la plus générique possible, qui soit généralisable à d'autres langages, justement. Allons-y alors. Les classes Python, c'est une classe tout simplement, c'est une structure. C'est une structure dans laquelle on a les champs et les méthodes. Alors, plus avant les classes, il y avait une notion de structure qui était déjà utilisée dans les autres langages comme le C avec les structs, comme le Pascal avec le type record. L'idée, c'est qu'on met dans la même entité les champs qui sont relatifs à cette entité-là. Par exemple, j'ai une voiture. Dans la voiture, il y a la marque, la couleur, la puissance, ainsi de suite. Et au lieu de créer des variables qui se baladent de manière atomique, on les met dans une structure. Voilà. Et ce qu'on faisait auparavant, c'est qu'on crée ces structures-là et on crée à côté les programmes, les méthodes, les fonctions, procédures qui manipulent cette structure. L'idée des classes, c'est de ramener tout ça dans la même entité, dans la même structure, si vous voulez, hein, où on a la liste des champs d'un côté et puis des méthodes qui manipulent ces champs-là. Voilà, c'est ça l'idée. Ça a permis de rajouter des concepts supplémentaires. Le concept le plus important, je pense, c'est l'héritage. Voilà, mais on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin que ça. Très bien. Alors, en termes techniques, donc la classe, c'est la structure elle-même. L'objet, c'est l'instance de la classe, c'est la variable, si vous voulez, qui est instanciée. Voilà. Et en Python, il y a un ramasse-miettes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de détruire de manière explicite les objets. Alors, comment on crée une classe en Python? Le plus simple, d'abord, c'est de mettre dans un module. C'est pas obligé de mettre dans un module, mais c'est toujours mieux. Ça permet de mieux situer les choses, d'avoir un programme bien organisé sous forme de module. Et donc, la classe, je la mets souvent dans un module. C'est pas obligé. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? On met le terme classe, voilà, qui est un mot-clé. Et ensuite, à côté, on met le nom de la classe. Hein, c'est le nom de la structure. Ensuite, on met au premier lieu, toujours, voilà, on met le constructeur. Alors, ça dépend des langages, mais là, je préfère qu'on le fasse. Je préfère qu'on le fasse. Et ce constructeur-là a toujours un nom, c'est init. En Python, ce constructeur a toujours un nom, c'est init, il est unique. Il prend toujours un paramètre par défaut, c'est self, c'est-à-dire c'est de l'objet lui-même, voilà, mais il peut avoir des paramètres supplémentaires. Voilà. Et en Python, je viens de le dire, je pense, c'est qu'il y a un seul constructeur par classe. Très bien. Alors, nous, dans le constructeur, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on liste les champs. Voilà. Donc là, typiquement, dans la classe personne, il y a une liste de champs, nom, âge, salaire. Et pour définir ces champs et mettre les valeurs par défaut, on met self, c'est-à-dire c'est l'objet lui-même, point. Voilà, le point est très important ici. On préfixe avec le point le nom du champ. Voilà. Très bien. Alors, c'est pas obligé. On pourrait créer des champs à la volée en Python en réalité, mais moi, je préfère qu'on fasse comme ça parce que comme ça, on est très clair. Dès le constructeur, on a la liste des champs déjà qui sont disponibles. Alors, on pourrait aussi mettre les champs ici, définir ici comme dans les autres langages typiquement, mais en Python, ça dépend des versions de Python en réalité. Donc, c'est pas très clair là-dessus. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère ne pas les définir ici, dans cet espace-là où on le met dans les autres langages habituellement. Et je préfère qu'on le mette directement dans le constructeur. Comme ça, on est sûr que, un, ils sont créés, et deux, on a les valeurs de départ. Voilà. Très bien. Alors, une fois que j'instancie alors dans le programme principal, j'importe le module. On n'est pas obligé, hein, mais bon, il est dans un module ici en l'occurrence. J'importe le module et donc j'instancie ici en appelant donc le constructeur. C'est ce qui se passe là. Hein. Donc la personne, c'est le nom de la classe lui-même. Voilà, c'est ce qu'on voit là, c'est le nom de la classe. Et là, je fais appel au constructeur et je ne mets pas le self. Le self, en fait, c'est l'objet lui-même. Donc là, on ne le met pas. Donc, on le définit quand on
crée le constructeur, on définit self, c'est l'objet lui-même, mais quand on fait appel à la méthode, voilà, on ne le met pas. On ne met pas de paramètre ici. Voilà. Et donc, c'est bien une double parenthèse. Donc, je fais appel à la fonction. Donc, c'est très important. Il peut y avoir des paramètres supplémentaires éventuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais appel à une fonction qui est le constructeur en l'occurrence. Voilà. Avec dire, j'ai la liste des champs de la classe. Voilà. Des méthodes, il y en avait. Et ensuite, on peut accéder aux différents champs, soit ici, y accéder directement dans le programme principal avec le nom de l'objet, donc ici la variable de type classe, l'instance de type classe, personne, voilà, point, le nom du champ, ainsi de suite, je fais une affectation. Voilà, très bien. Donc là, on voit très bien ce qui se passe, on sait très bien ce que c'est qu'une structure, et on peut accéder ici aux différents champs. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de grande différence avec ce qu'on faisait par ailleurs avec les structs ou les records, le struct du C ou le record du Pascal. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt ici, c'est qu'on peut mettre la méthode elle-même dans la classe. Donc là, je redéfinis la classe personne. Voilà, il y a le constructeur. Voilà. Et dans cette classe-là, je vais rajouter donc deux méthodes qui manipulent les champs de la classe directement. Saisie et puis affichage. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc self, toujours, c'est un paramètre de la méthode. Systématiquement, vous la mettez. Et quand j'accède au champ de la classe, à l'intérieur de la méthode de la classe, je préfixe le champ avec le self. Voilà. Comme ça, il sait bien que c'est une propriété de la classe elle-même. Voilà. Donc, j'ai défini la méthode saisie. Ça évite de le mettre dans le programme principal. On a un programme qui est plus concis. Et je définis aussi ici la méthode affichage. Qu'est-ce que ça change dans le programme principal? J'instancie toujours en faisant appel au constructeur, voilà, qui est init, voilà. Et ensuite, je peux faire appel à la méthode saisie pour faire les saisies des paramètres de la classe personne et affichage des résultats des champs de la classe personne, de l'objet de la classe personne. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, on peut rajouter des méthodes qui sont paramétrées. Donc là, typiquement, j'ai rajouté une méthode retraite, voilà, qui prend un paramètre supplémentaire, c'est la limite d'âge, pour partir à la retraite, par exemple. Voilà. Donc, quand je définis la méthode dans la classe personne, je mets def toujours pour définir une méthode, une fonction en Python. Voilà, je mets retraite. Le premier paramètre, c'est toujours la classe elle-même, l'objet elle-même, voilà, l'objet lui-même, voilà. Et ensuite, je rajoute le paramètre supplémentaire, le ou les paramètres supplémentaires, avec éventuellement des valeurs par défaut s'il y a eu. Voilà. Ensuite, je fais des calculs, ainsi de suite. Voilà, c'est une fonction. S'il y avait des résultats renvoyés, on peut faire un return. Très bien. Du coup, dans le programme principal, qu'est-ce qui se passe? Là, je crée l'instance, je saisis affichage, et là, j'appelle la méthode retraite de l'objet personne, et je passe bien ici le paramètre limite. Voilà, j'ai mis les mêmes couleurs pour qu'on les voit bien. Limite 62 ici, pour qu'on voit bien qu'en réalité, on a bien passé ici le paramètre limite qui prend la valeur 62 quand j'appelle la méthode retraite. Voilà. Le self, je ne l'ai pas mis, ni dans les autres méthodes, ni ici non plus d'ailleurs. Très bien. Alors, pour aller plus loin avec les objets, on peut créer des tableaux d'objets, exactement comme on a des tableaux d'objets simples, enfin de structures simples, enfin d'instances simples, réelles, chaînes de caractères, ainsi de suite. On peut créer aussi des tableaux d'objets, donc des tableaux d'instances de classe. C'est ce que je montre ici. Donc là, j'écris une liste vide pour l'instant, je demande le nombre de personnes et je vais saisir un ensemble de personnes. Ces personnages, je vais les intégrer dans la liste. Donc il y a deux étapes. Donc là, je crée la liste, elle est vide pour l'instant, c'est bien une liste parce que j'ai mis des crochets, là, on a bien vu qu'il y a des crochets. Voilà. Ensuite, on demande ici le nombre de personnes et je vais saisir de 0 à n-1, enfin les n personnes en question. Pour chaque personne, il faut que je crée l'instance de la personne d'abord, c'est ce qui se passe ici. Ensuite, je saisis les paramètres de la personne, le nom, l'âge, ainsi de suite. Et ensuite, seulement, je mets l'objet. Donc, il y a double instantiation. On instancie la liste d'abord, et dans cette liste-là, je mets les personnes que j'instancie au préalable. Voilà. Ensuite, comme une liste c'est itérable, voilà, je fais une boucle directement sur les éléments de la liste. Je sais, moi, que c'est des objets de type personne que je mets dedans. Donc, for P une liste, implicitement ici, P, c'est des personnes, parce que je sais que c'est moi qui remplis la liste. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, j'appelle P.affichage, c'est tout à fait valable, parce que dans les méthodes de la classe personne, il y a bien le affichage. Et on voit ici le résultat qui apparaît. Voilà. Donc, déjà, c'est très intéressant, parce que du coup, on a un code qui est très concis dans le programme principal. Et c'est ça le but de la manœuvre. Il faut écrire le moins de code possible quand on programme, ça évite de faire des bugs. Et d'autre part, il faut que dans le programme principal, on ait un élément, on ait un ensemble de code qui soit très simple. C'est ça l'idée. Et donc, on déporte tout vers les classes qui sont dans des modules. Cette idée-là, on va le reprendre en contrôleur avec l'héritage. Je continue alors. On peut faire des accès indicés sur les éléments d'une liste et manipuler directement les objets.
Alors, les objets ici, en fait, c'est une sorte de pointeur en réalité. Je ne le dis pas clairement parce que c'est une référence en vrai. Une référence, c'est un pointeur de pointeur, hein, avec un compteur de référence, justement. Voilà. Mais pour simplifier vraiment, on va dire que c'est des pointeurs. Donc là, j'ai une liste avec des éléments. J'accède un élément de la liste en l'indexant par son numéro. C'est une liste, hein, donc on peut faire un accès indicé. Donc c'est ce que je fais ici. Et donc là, j'ai un pointeur B qui pointe sur l'élément, donc numéro de la liste. Et donc comme j'ai un pointeur, je peux accéder au champ maintenant, hein, de l'objet. Hein. Voilà. Et donc je multiplie la valeur et quand j'affiche ici, bah, la valeur de Tata a été multipliée par 2. Je remonte un peu au-dessus. C'était 3000 au départ. Là, j'accède à l'élément numéro 2. Voilà. À l'élément numéro 1, parce que 0, c'est le premier, donc le deuxième, c'est 1. Voilà. Et j'ai multiplié par 2 le salaire de Tata qui est passé à 6000. Hein, très bien. Donc, on a vraiment une sorte de tableau de pointeur. Une liste, en fait, d'objets, on peut le voir comme un tableau de pointeur. En réalité. Et donc, l'élément pointé, on peut le modifier. Hein, c'est ça l'idée. Alors, voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. C'est relativement simple. Pour aller plus loin, justement, alors donc on a les idées maintenant, quel est l'intérêt de manipuler des classes? L'intérêt de manipuler des classes, c'est qu'on a des mécanismes supplémentaires qui permettent d'écrire du code concis, hein, et bien organisé. Alors, la notion la plus intéressante, bon, là, je fais un petit aparté très rapidement, c'est qu'on peut écrire une fonction qui renvoie une valeur, une méthode de classe qui renvoie une valeur, ça avec un return, et qui peut renvoyer une classe un objet de classe elle-même. C'est ce que je montre ici. Donc, j'ai une fonction personne avec copie, voilà. Et donc, je crée un objet de type personne ici, je copie les éléments de la classe de l'instance elle-même dans cet objet-là et je retourne l'objet. Donc, on peut avoir, voilà, et là, on a bien deux pointeurs différents. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est peut-être ça le plus important. Le plus important, c'est transparent d'AP sur l'héritage. Allons-y alors. L'héritage, c'est quoi? Donc, l'héritage, c'est que je crée une hiérarchie de classes en réutilisant au maximum les méthodes qui sont programmées dans la classe ancêtre. C'est ça l'idée en réalité. Alors, soyons concrets. Admettons que j'ai la classe personne. On a vu la classe personne. Il y a une série de champs dedans, le nom, l'âge et le salaire. Et on a deux méthodes, saisie et affichage. Je veux créer une classe employée. Une employée, en fait, c'est une personne, mais qui a des champs supplémentaires. Donc, il y a le champ prime. Et du coup, pour l'employé également, on doit programmer saisie et affichage. Alors, une première idée, c'est que je prends le code de personne, je fais copier, je colle dans employé. Voilà, en rajoutant les éléments supplémentaires. C'est pas la bonne idée, justement. Et l'intérêt des classes, c'est qu'on peut réutiliser au maximum du code déjà écrit. Hein. C'est ça, là, le principe qui est fort. Alors, comment ça se passe en Python? Tout simplement, quand je définis la classe, je spécifie son ancêtre direct. Hein. La classe employée et son ancêtre, c'est une personne. Voyons ici alors. Du coup, la classe employée va hériter des champs et des méthodes de la classe ancêtre. Donc, dans employé déjà, à ce stade-là, quand je dis que employé est un héritier de personne, il a déjà les champs qui sont disponibles et ces affichages sont déjà programmés. Et nous, notre idée, c'est qu'il faut qu'on reprogramme ces affichages en intégrant le champ supplémentaire qui est pris ici. Alors, voyons comment ça se passe. Donc, la classe, maintenant, on peut le mettre dans un module à part ou dans le même module que le module employé, là où il n'y avait personne. Hein. Voilà. Du coup, dans le constructeur, il faut que je spécifie le champ supplémentaire prime. Donc, je réécris le constructeur, voilà, toujours de la même manière, et je lui dis, il faut qu'il fasse appel d'abord au constructeur de la classe ancêtre. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Ensuite, donc, à ce stade-là, il a défini les champs nom, âge, ainsi de suite, nom, âge et salaire. Ensuite, je rajoute une ligne de code supplémentaire pour dire, attention, il y a un champ supplémentaire, c'est le champ prime. C'est ce qui se passe ici. Du coup, maintenant, saisie, il faut réécrire et affichage, il faut réécrire. Au lieu de faire du copier-coller du code, je redéfinis des méthodes ici en disant, dans la saisie, il faut qu'on saisisse d'abord les champs de la classe personne ancêtre, de la classe ancêtre personne, voilà, et ensuite on fait saisie du champ supplémentaire, qui est la prime. Et de la même manière pour l'affichage, il faut qu'il fasse appel d'abord à la méthode d'affichage de la classe ancêtre, et ensuite il affiche l'élément supplémentaire, le champ supplémentaire prime. Dans le programme principal, voilà, c'est tout à fait pareil, sauf que là, j'instancie maintenant un objet de type employé. J'appelle saisie qui va saisir les différents champs, nom, âge, salaire, qui sont rattachés à la personne, et il fait la saisie de prime. Et quand je fais l'affichage, il affiche les champs qui étaient définis pour personne et les champs supplémentaires qui est prime. Très bien. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des listes polymorphes, c'est-à-dire qu'une liste qui sont ou dans laquelle j'ai des objets de différents types, voilà, mais qui sont tous issus du même ancêtre. Voilà l'idée. Et comme ça, je peux faire appel à des méthodes et c'est l'outil qui va en fait donc s'adapter automatiquement selon ce qui est réellement instancié.
je prends un exemple. C'est toujours mieux de prendre un exemple, c'est très simple. Je crée une liste. Dans la liste, je vais mettre un ensemble d'éléments, soit des personnes, soit des employés. Très bien. Ça, je ne le sais pas au départ. Je sais tout simplement que j'ai une liste d'éléments, voilà, qui sont soit des personnes, soit employés. Donc, je sais que forcément, il est soit personne, soit un héritier de personne. Cet aspect-là est très important dans la liste polymorphe. Du coup, je demande dans le programme principal, je demande le nombre d'éléments. Voilà. Ensuite, je demande est-ce que c'est une personne ou un employé. Selon le cas, j'instancie donc le bon objet, soit une personne, soit un employé. Et cet élément-là, je le rajoute dans la liste. Donc, à ce stade-là, dans cette boucle-là, j'ai un ensemble d'éléments dans ma liste. C'est soit des personnes, soit des employés. Je sais en tous les cas que c'est tous des héritiers d'employés, de personnes. Très bien. Donc, maintenant, saisir les paramètres de chaque objet. Donc, je fais une boucle sur la liste. Je sais que P, c'est forcément soit une personne, soit une hérité de personne. Donc, j'appelle la méthode saisie. Et c'est l'outil lui-même qui va s'adapter automatiquement. Si j'ai instancié une personne, c'est saisi de personne qui a appelé. Si j'ai instancié un employé, c'est saisi d'employé qui a appelé. Donc, je n'ai pas besoin de faire ici le distinguo. C'est ça qui est important dans l'histoire. C'est que là, j'ai défini des objets différents et quand j'appelle saisie, c'est l'outil qui va s'adapter automatiquement. De la même manière, quand je fais l'affichage, je fais une boucle sur la liste, j'itère sur les éléments de la liste et je fais l'appel à l'affichage. Et selon l'objet qui est réellement instancié, il appelle la bonne méthode. On voit ici, donc j'ai saisi ici Toto, une personne, Zaza, qui est un employé, et il fait bien les bonnes saisies. Et quand il fait l'affichage, il fait bien les bons affichages. Très bien. Voilà. Mon variable de classe, c'est pas important. Voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Alors, très rapidement maintenant, sur le TD. Alors, le TD, déjà, vous allez créer un module, voilà, dans lequel vous créez une classe voiture. Alors, j'ai mis ici la maquette de la classe, vous voyez bien, j'ai masqué encore de l'intérieur, donc c'est à vous de les programmer. Voilà, j'ai mis ici les éléments à faire, voilà. Très bien. Une fois que vous avez défini la classe, dans le programme principal, prog1.py, vous créez le programme principal et j'ai mis le code du programme principal. Voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est la définition de la classe dans le module, en programmant correctement, 1, le constructeur, 2, la méthode saisie et 3, l'affichage. Ensuite, pour aller plus loin, je vais vous faire travailler sur des listes, une collection de voitures. Voilà, ça permet de travailler sur ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et pour aller plus loin, on va créer une liste polymorphe cette fois-ci, où on a une liste avec soit des voitures utilitaires, qui est un héritier de voiture. Donc là, j'ai mis la maquette de la classe voiture en fait utilitaire, qui a bien un héritier de voiture, on voit bien ici, avec cette instruction-ci. Et donc, il y a des méthodes à redéfinir. C'est ce que je mets ici. Très bien. Et voilà, avec cette liste polymorphe-là, vous faites les saisies, vous testez ainsi de suite. J'ai pas mis le programme principal, mais vous avez les idées de toute manière dans le support de cours. Il y a un exemple qui s'y rapproche énormément. Voilà, et pour le plaisir, pour ceux qui vont très vite toujours, parce qu'il y en a un qui avance très vite, c'est très bien d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup ça. Voilà, on va aller plus loin en créant une liste polymorphe et en triant les éléments de la liste polymorphe. Voilà. Très bien, voilà, je vous envoie ça par email tout de suite. Voilà, j'arrête le partage d'écran et j'arrête l'enregistrement. Tac, ça c'est fait. Et l'enregistrement, il est là. Arrêtez l'enregistrement.